3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce vendredi soir? Un vendredi soir un petit peu spécial parce que exceptionnellement ça va partir en mode Crystal Ball. Ouais, d'habitude, le samedi, je vous fais une vidéo écrite, et je sais qu'il y en a qui adorent, ils aiment pas trop les best-of Twitch, et préfèrent quand tout est calé, mais là, aujourd'hui, c'était pas possible. Parce que ouais, vu que j'ai été en déplacement toute la semaine, j'ai pas eu le temps de vous prévoir ça, mais je vais me faire pardonner, parce que ok, ça va être du best-of Twitch, mais vous allez avoir 2 vidéos pour le prix d'une. Ce matin, là-bas, je vous ai fait un gros débrief qui a duré quasiment 4 heures sur tout ce qui s'est passé à la draft et sur le premier jour de la Free Agency, et il y en a des choses plutôt intéressantes à débriefer. C'est pour ça qu'en ce vendredi soir, on va prendre toutes les équipes de l'Est, une par une, et essayer de donner une note à ce qu'ils ont fait depuis la draft et jusqu'au premier jour de la Free Agency. Pour ça, j'ai passé une nuit blanche à vous faire des visuels en vous montrant toutes les arrivées, tous les contrats qui ont été signés, mais aussi à quoi ressemble l'effectif, même si j'ai pas mis tous les contrats non garantis ou les joueurs draftés au deuxième tour. Et puis c'est pareil, les postes, il peut y avoir des débats. Je vous connais, vous allez me dire un tel il est pas poste 1, il est poste 2, un tel il est pas poste 5, mais il est poste 4. Mais ça on s'en fout, parce qu'en vrai, tous les joueurs NBA ou presque peuvent jouer à plusieurs postes, à 2, 3, voire 4 postes. Mais c'est pas grave, l'idée vraiment c'était de vous donner une image la plus précise possible de l'effectif, à l'heure d'aujourd'hui, à quoi il ressemble exactement, pour que vous donniez la note la plus précise possible. Je vous publie la conférence Est sur YouTube ce soir, la conférence Ouest arrivera demain matin, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quelle note je donne au recrutement de ton équipe pour le début de l'été? Première équipe qu'on aborde aujourd'hui, parce qu'on va d'abord faire la conférence Est dans l'ordre alphabétique avant de faire la conférence Ouest dans l'ordre alphabétique, c'est les Atlanta Hawks. Donc eux, on n'a pas entendu parler d'eux pour le premier jour de la Free Agency, ils ont signé personne, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de recrutement intéressant? Ben je n'irai pas jusque là. Déjà, vous, dans les lives précédents, vous m'aviez dit, c'est vous qui avez choisi ça, et comme pour chaque équipe, vous m'aviez dit que Atlanta, ils avaient plutôt besoin d'un poste 3. Là, quand on voit, ils n'ont pas forcément bouché leur trou au poste 3, même si AJ Griffin, qu'ils ont drafté, hein, un joueur de Duke très intéressant, très polyvalent, playmaker que j'aime bien, peut combler, moi je le préfère au poste 2, mais il pourra combler potentiellement s'il y a des trous au poste 3, mais surtout le gros coup qu'ont fait les Hawks, c'est d'envoyer Gallinari et plusieurs tours de draft à San Antonio pour récupérer Dejounte Murray qui peut jouer au poste 1 et poste 2, et qui va faire un backcourt très intéressant avec Trae Young. Donc même si on les a pas vus pour l'ouverture de la Free Agency, Atlanta, je pense que déjà ils ont fait des coups qui sont assez importants, même s'ils ont pas forcément comblé à fond le besoin principal que vous m'aviez donné, c'est intéressant. Et surtout, quand on regarde l'effectif, on se rend compte que là, on a déjà quelque chose d'assez complet. Au poste de meneur, on a Trae Young et Dejounte Murray. Même si Dejounte Murray va sûrement être décalé au poste 2, ce serait quand même une débilité absolue de l'avoir recruté pour ne pas le mettre dans le 5. Donc à mon avis, on aura Trae Young en 1, Dejounte Murray en 2. Ensuite, sur le poste 2, on aura aussi Kevin Huerter et Bogdan Bogdanovic. Donc ça fait déjà du monde sur les lignes arrière. Au poste 3, on a DeAndre Hunter et AJ Griffin. Donc même si vous pensiez que c'était vraiment le secteur à renforcer, on a du monde, sachant que DeAndre Hunter peut se décaler au poste 4, AJ Griffin peut aussi se décaler au poste 2. Finalement, c'est plutôt complet. Moi, j'ai peut-être plus d'interrogations au poste 4. John Collins, on connaît pas son avenir. Il y a pas mal de rumeurs de trade pour le moment. Et Jalen Johnson, c'est peut-être un peu tendre pour jouer le rôle de backup. Même si DeAndre Hunter, on l'a dit, pourra dépanner au poste 4. Ça, faudra voir ce qu'ils vont échanger. Si ça se passe, en tout cas, s'il y a un trade de John Collins, faudra voir ce que Atlanta récupère en échange. Mais à mon avis, si tu envoies John Collins ailleurs, la priorité, là, ce sera plutôt un poste 4. C'est peut-être un petit peu ma seule interrogation, ce poste, parce qu'au poste de pivot, on garde Clint Capella, en tout cas pour le moment. Et on a Onyeka Okongwu, qui même s'il est souvent blessé, apporte beaucoup de choses. Donc si on fait le bilan, moi pour Atlanta, avoir ajouté Dejounte Murray, je trouve que c'est une dinguerie. Avoir pris AJ Griffin si tard dans la draft, ça peut être un vrai style s'il reste en bonne santé, parce que AJ Griffin, on le connaît, hein, c'est vraiment un super joueur, et s'il avait pas eu autant de problèmes de santé, à mon avis, il serait parti bien plus haut, donc ça peut être aussi un très bon coup pour Atlanta. Donc tout n'est pas parfait, parce qu'il y a peut-être encore cette situation de John Collins à régler, mais moi, personnellement, je suis vraiment hypé par ce début d'été d'Atlanta qui clairement est en train d'afficher ses ambitions. Et donc vous aussi, hein, vous êtes hypé par ce recrutement 4 étoiles, parce que ce recrutement d'Atlanta, parce que quand je vous ai demandé, là vous avez mis 4 étoiles pour ce recrutement, je vous rejoins, hein, franchement 4 étoiles, moi c'est ce que j'aurais mis aussi. Il y a peut-être cette situation de John Collins à régler, mais je suis même pas sûr que ce soit très urgent de le trade, parce que pour moi il va encore très bien dans l'effectif. Il y a peut-être une situation en interne qu'on connaît pas. Vous trouvez l'apport de Dejounte Murray super, parce qu'ils avaient beaucoup besoin de défense pour aider Trae Young sur le backcourt. Avec Dejounte Murray, ils ont tout ce qu'il faut, donc c'est pour ça que vous vous hypez aussi pour le recrutement d'Atlanta. Pour moi, il reste, si tu gardes John Collins, il reste que des petits détails, hein, à arranger. Donc à voir ce qu'ils vont faire dans cette situation. Ils sont pas à l'abri de faire encore un gros coup, on sait jamais, mais pour l'instant, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour un début d'été, pour un début d'off-season, et 4 étoiles, c'est une bonne note, je trouve, pour ces Atlanta Hawks.
Deuxième équipe pour aujourd'hui, les Boston Celtics. Et comme vous le voyez, ça a été le désert absolu du côté de Boston, qui n'ont récupéré personne au premier tour de draft, qui n'ont pas été actifs pour le moment sur le marché des agents libres. Ils n'ont pas non plus énormément de sous à dépenser. Donc pour le moment, Boston, ça va être très dur à juger vu qu'il n'y a aucun apport. Mais en fait, on va essayer de donner la note parce que si cette équipe est déjà complète, est-ce qu'ils ont besoin de recruter? On pourra aussi dire qu'ils n'ont pas fait de bons coups. Bon, on mettra pas un 5 étoiles, mais je pense que si c'était une équipe qui avait besoin de recruter absolument et qu'elle n'avait rien fait, on pourrait vraiment être sévère. Là, une équipe qui finalement est assez complète, qui ne recrute pas, moi je pourrais peut-être mettre 2-3 étoiles. C'est pour ça qu'on va voir l'effectif. Et cet effectif, d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de vous le dire, vous me disiez, le principal pour Boston, je me rappelle dans les lives précédents qu'on a fait, c'était de recruter un meneur backup à Marcus Smart, parce qu'on avait Smart et Pritchard, mais d'ailleurs je vais remettre le visuel, c'est ce qu'on voit, donc Marcus Smart et Pritchard, c'est des profils qui sont intéressants, mais Marcus Smart des fois peut avoir un peu les fils qui se touchent dans le playmaking, et ce serait peut-être bien, vous me disiez, d'avoir un meneur un peu plus sérieux, un peu plus playmaker, un peu plus organisateur en soutien, et c'est vrai que derrière on a Peyton Pritchard qui lui est surtout un gros scoreur et pas forcément un organisateur, donc vous me disiez que ce profil serait intéressant même si Derrick White peut dépanner à la main. Mais là c'est vrai que bon, ok, ils ont signé personne, Boston, mais finalement on a déjà un effectif qui ressemble évidemment, vu qu'il n'y a pas eu de recrue, à celui qui a été finaliste, et ce qu'on voit c'est que la plupart des pièces sont toujours là. Je pense que Boston, ils vont surtout faire des petits ajustements en signant des contrats au minimum. Donc est-ce que c'est dramatique que pour l'instant il n'ait pas trop bougé? Moi je ne pense pas. Là comme vous le voyez, au poste 1 on a Marcus Smart, on a Peyton Pritchard et Derrick White qui peut dépanner. Là je vous ai mis Jaylen Brown au poste 2, mais il peut aussi jouer au poste 3. Il y a Derrick White et Aaron Nesmith qui peut jouer au poste 2 et 3 aussi. Donc même si c'est Juwan Morgan le backup de Tatum, ça peut paraître léger comme ça, mais vu qu'on a Nesmith et Jaylen Brown qui peuvent aussi jouer au poste 3, c'est pas si handicapant. À l'intérieur on a Horford, Grant Williams, Robert Williams et Daniel Theis, c'est toujours assez lourd. Moi voilà, je ferai des petits ajustements, peut-être des contrats minimum, j'ajouterai un meneur, j'ajouterai un intérieur, peut-être aussi un extérieur, voilà, un peu de monde à tous les postes, mais pas forcément des gros noms. Donc moi, il y a rien qui me semble catastrophique du côté de Boston s'ils n'ont pas recruté. Je vais pas être trop enthousiaste non plus, je vais pas me féliciter qu'ils aient rien fait, mais voilà, peut-être mettre 2-3 étoiles, on va voir ce que vous en pensez vous. Et du coup, pour ces Celtics, vous avez pas voulu vous mouiller, vous donnez la note du milieu avec 3 étoiles, parce que vous dites que déjà c'est pas mal d'avoir gardé le même effectif. Dans les contrats non garantis et les joueurs draftés au deuxième tour, il peut y avoir du J.D. Davison, il peut y avoir du Juan Bégarin si jamais il revient aussi, si Boston lui fait confiance, qui peut compléter l'effectif. Tout ça c'est des possibilités, pour l'instant rien n'est sûr, on sait même pas si J.D. Davison signera un contrat garanti. Moi je pense pas que ce soit le profil qui faille, mais pourquoi pas, après ça rajoute des rotations, donc ça peut permettre de compléter. Ça garde un effectif qui a été performant, c'est déjà une très bonne chose, donc je comprends que vous mettiez 3 étoiles. Que dire de plus, ils ont quand même la mid-level exception à dépenser, peut-être qu'ils peuvent l'utiliser pour récupérer un vétéran qui ne ferait pas de mal, peut-être à l'intérieur ou peut-être au poste de meneur. Mais en tout cas Boston pour l'instant ça n'a pas beaucoup bougé, c'est clair, mais c'est finalement peut-être une bonne chose vu comment l'équipe s'est montrée compétitive l'année dernière. Nous enchaînons avec les Brooklyn Nets. Alors les Brooklyn Nets qui là sont dans une sauce assez incroyable. Après Kyrie Irving qui a pris sa player option mais qui ne semble pas vouloir jouer à Brooklyn, on a Kevin Durant qui a officiellement demandé un transfert, ça pourrait bouger dans tous les sens. Ben Simmons qui doit se demander qu'est-ce qu'il fout là, lui encore, déjà qu'il était pas bien mentalement, ça doit piquer pour lui. Il va falloir s'attendre à ce que l'effectif soit pas mal remanié, mais pour l'instant il ne l'est pas, et je trouve ça plutôt intéressant finalement les quelques moves qu'ils ont fait. Déjà, ils ont re-signé Patty Mills pour 15 millions sur 2 ans, c'est un prix correct. Ils ont re-signé Nick Claxton aussi, ça je pense que c'était important, parce que vous me l'aviez dit, le besoin principal c'était un pivot, avant que Nick Claxton re-signe. Nick Claxton, il a pris du muscle un petit peu, il est grand, c'est pas non plus le protecteur de cercle ultime, mais il peut jouer ce rôle, de plus en plus il progresse, et maintenant qu'il est un peu plus épais, j'apprécie les progrès qu'il a fait, et surtout il y a l'arrivée de Royce O'Neal qui a fait une mauvaise saison à Utah, mais dans un côté un petit peu défensif, un peu playmaker aussi, c'est pas un scoreur, mais dans tout le reste il sait un peu tout faire, et je pense que c'est toujours bien d'ajouter ce genre de mecs couteau suisse qui défendent fort aussi, qui peuvent se battre au rebond, qui faire quelques passes décisives. Donc pour moi cette arrivée de Royce O'Neal via trade, elle fait aussi du bien à ces Nets. Donc on va voir à quoi ressemble l'effectif, même s'il pourrait pas mal bouger. Pour le moment finalement, si tout le monde voulait rester, il y aurait quand même des trous, même
même si on a un effectif qui est assez intéressant. On a Kyrie Irving et Patty Mills au poste 1, ça fait l'affaire. Seth Curry et Joe Harris au poste 2, Joe Harris qui peut jouer au poste 3 aussi, ça envoie des shoots dans tous les sens, ça fait l'affaire. Kevin Durant, Cam Thomas et Royce O'Neal, il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu à prendre derrière KD, donc Cam Thomas et Royce O'Neal, ce sera largement suffisant. Surtout que Kevin Durant, si Ben Simmons n'est pas là ou s'il est pas prêt mentalement, Kevin Durant pourra aussi jouer au poste 4. Donc là, ça pourra donner, pourquoi pas, si Simmons n'est pas là, tu peux toujours mettre Durant au poste 4 et mettre O'Neal au poste 3, parce que bien sûr, hein, Durant a demandé son transfert, mais est-ce que ça se fera cet été? Ben on sait pas. Pour l'instant, s'ils ont pas l'offre qui leur plaît, les Nets, ils pourraient attendre jusqu'au dernier moment. On a vu comment les Sixers ont fait avec Simmons l'année dernière. Donc après, je sais pas si Durant refusera de jouer s'il n'est pas tradé, mais pour l'instant, en tout cas, l'équipe est comme ça, et finalement, elle a aussi pas mal de possibilités. Il y a encore des trous. Moi, j'irai chercher des intérieurs, hein, clairement, parce que Nick Claxton et Sharp, ça suffit pas. Claxton, c'est pas mal de l'avoir en titulaire, mais il va falloir plus de rotation derrière. J'ai entendu parler de tester Simmons au poste 5 dans un dispositif small ball, ça peut se tenter aussi, mais pour moi il y a encore pas mal de trous, pas mal d'incertitudes. J'aime bien l'arrivée de Royce O'Neal, j'aime bien les re-signatures de Mills et de Claxton, mais ça suffit pas pour l'instant. Il y a beaucoup trop d'interrogations pour Brooklyn, on a trop d'incertitudes non plus, trop d'incertitudes aussi. Ils ont encore du travail à faire, c'est pour ça que je leur mettrai pas forcément une bonne note. On va voir ce que vous en pensez. Ok, pour les Nets, vous avez été sévère, mais je peux vous comprendre fort, vous avez mis une seule étoile et les arguments je les entends parfaitement. Pour l'instant, les Nets, ils sont dans une situation très compliquée. KD ne veut plus être là, Kyrie veut plus vraiment être là non plus. De toute façon, les Brooklyn Nets sont pas prêts à le prolonger sur le long terme. On a une situation qui est très hasardeuse. Et pour le moment, ce que vous dites, et c'est assez intéressant, c'est que du côté de Brooklyn, le mieux à faire, ce serait de repartir d'une page blanche. Mais pour l'instant, le recrutement de Royce O'Neal, la re-signature de Patty Mills, ça va pas dans une optique de reconstruction, avoir des jeunes et des tours de draft. Hein. Royce O'Neal et Patty Mills, c'est pas les joueurs les plus jeunes du monde. Donc, ce que vous me dites, c'est que là, Brooklyn aurait mieux fait de signer des jeunes. Nick Claxton va plutôt dans ce sens. C'est pour ça que j'aurais peut-être mis une deuxième étoile, mais ça se joue entre 1 et 2 étoiles, ça je peux l'entendre. Et là, c'est peut-être le mieux à faire du côté de Brooklyn. On arrive sur un projet qui a échoué et qui semble pas pouvoir rebondir. Donc essayez de récupérer un max de jeunes et de tours de draft pour Kyrie Irving et Kevin Durant. Essayez de virer un maximum de gros contrats. Joe Harris a un gros contrat aussi, peut-être l'envoyer ailleurs. Peut-être avoir un minimum de vétérans et avoir beaucoup de jeunes. Essayez peut-être de donner les clés de la franchise à Ben Simmons, qui sait, même si on connaît pas vraiment son état de santé, son état de santé mentale surtout. Trop hasardeux, les Nets ils savent pas où ils vont. Donc une étoile pour ce recrutement à cause de cette situation Durant-Irving qui finalement, si on fait le bilan, ils ont plutôt coulé la franchise. En tout cas, sur le court terme, à voir comment les Nets rebondissent derrière. J'espère pour eux qu'ils rebondiront bien, mais là, leur situation, elle est au plus bas à Brooklyn et une seule étoile, je peux vraiment le comprendre. On enchaîne avec les Charlotte Hornets. Vous me disiez qu'il y avait plutôt besoin d'un meneur, parce que quand je vous avais fait le sondage, ils avaient déjà drafté Mark Williams. Pour moi, de toute façon, c'était la priorité du côté des Hornets, avoir un pivot défensif. Et avec Mark Williams, cette espèce de mammouth qui vient de Duke, qui est une machine au contre, même s'il est un petit peu pâteau, un peu lent, et il va falloir qu'il se fasse au rythme de la NBA et à la vitesse de la NBA, Mark Williams, pour protéger le cercle, c'est un vrai crack. Donc moi, je pense que c'est déjà un bon recrutement, et c'est parce que vous saviez déjà qu'il était là, que vous disiez que les Hornets avaient plutôt besoin d'un meneur. Et là, pour l'instant, on les a pas vus choper un meneur. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'effectif. Et c'est sûr que là, pour l'instant, on a seulement la Melo Ball et il lui faudrait un backup. Parce que Terry Rozier, je suis désolé, même si il peut jouer meneur, il peut dépanner, pour moi, il est pas assez de playmaker. En fait, pour moi, Terry Rozier, tu peux le mettre en poste 2, mais moi, dans un rôle où il a vraiment le profil, je trouve, du 6e homme de luxe. Donc si tu vas pas chercher un meneur, tu peux peut-être te servir de Terry Rozier en backup sur les postes 1 et 2 et trouver un sniper peut-être en titulaire au poste 2. En tout cas, pour l'instant, il y a toujours pas ce meneur. Et même si je suis plutôt content du recrutement de Mark Williams au poste 5, qui va vraiment apporter de la défense aussi, s'il est prêt à jouer, parce que les rookies c'est toujours une incertitude, j'ai tendance à y croire un petit peu en Mark Williams, mais est-ce qu'il va s'adapter au rythme de la NBA, c'est une vraie interrogation. À mon avis, il bouchera pas tous les trous qu'il y a besoin défensivement dans la raquette, mais en tout cas c'est une piste qui vaut le coup d'être étudiée. Et en fait, moi cette équipe, je trouve qu'elle a encore pas mal de trous, elle doit pas mal bouger, et j'ai été étonné qu'on n'entende pas plus parler d'elle pour le premier jour de la free agency, parce qu'il y a des choses à faire quand même. Il va falloir recruter au moins un arrière intéressant. Le duo Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr., les noms sur le papier sont plutôt bons, mais on le sait, Kelly Oubre Jr. est meilleur en sortie de banc. Gordon Hayward, il y a beaucoup d'incertitudes sur sa santé, donc tout ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Au poste 4, on a PJ Washington qui montre des choses intéressantes aussi, mais qui mérite de se développer encore plus. Jalen McDaniels et Jay Titor, c'est pas non plus encore des valeurs sûres, donc c'est pareil. Poste 4, je suis pas non plus fou de joie. Et poste 5, comme je disais, ok, Plumlee
et Kai Jones, c'est pas mal, mais Mark Williams peut apporter un profil différent, mais rien de fou non plus. Je suis un petit peu déçu par ce qu'ont fait les Hornets jusque-là, j'en attendais plus. C'est une équipe qui n'était pas loin de faire les playoffs l'année dernière, et qui... Peut-être il manque pas grand chose pour progresser, mais pour l'instant c'est pas grand chose là, ils ne l'ont pas fait. C'est pas Mark Williams qui suffira, même si j'aime bien son arrivée, je le répète. Donc moi je mettrai pas une très bonne note, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Et donc pour les Hornets, vous avez décidé qu'on mette 2 étoiles, et je suis plutôt d'accord avec ça. J'aurais hésité entre 1 et 2 étoiles, mais allez, on va pas être trop sévère parce qu'il y a Mark Williams. Ce qui est clair, c'est que là c'est la situation de leurs agents libres, hein. Montrezl Harrell qui se fait choper avec de la weed, Miles Bridges et ses histoires de violence conjugale qui pourraient aller loin. Et si tout ce qui se dit est avéré, et a priori ça l'est, la suite de sa carrière risque d'être compliquée. Et ça fout le bazar, hein, chez ces Hornets. Ça fout le bazar, qui du coup a un effectif à trous pour le moment, et qui n'ont rien bougé, qui ont du mal à re-signer leurs agents libres, et ça complique les choses. Le fait qu'ils aient pas trop bougé, à part Mark Williams, 2 étoiles c'est un grand maximum pour moi, vraiment pour lui, mais on peut pas péter beaucoup plus haut pour l'instant quand on voit ce roster à trous, et je suis pas vraiment hypé. C'est dommage pour la suite de la carrière de LaMelo Ball, quand on voit à quel point il est prometteur, s'il peut pas être mieux entouré que ça. On enchaîne avec les Bulls. Alors les Bulls, la draft, j'ai pas vraiment compris. Moi, je disais que les Bulls, ils avaient surtout besoin d'un pivot défensif. Ils auraient pu avoir un Walker Kessler, par exemple, et ils ont recruté un de mes chouchous, Dalen Terry, un meneur de jeu de grande taille, un bon organisateur. C'est pas un grand scoreur, mais j'aime beaucoup comment il joue au basket. Par contre, le problème, c'est que je me disais, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup besoin de meneurs ou d'arrière à Chicago. C'est peut-être que Kobe White, il commence à se dire, on va l'envoyer ailleurs. En tout cas, pour l'instant, leur draft, je l'ai pas bien comprise. Vous vouliez plutôt un ailier fort. Moi, j'étais plutôt partisan du poste de pivot, quelqu'un qui soit une bonne doublure de Nikola Vucevic, parce que Tony Bradley, c'était un peu juste. C'est donc pas au poste d'ailier fort qu'ils ont recruté, mais au poste de pivot avec André Drummond pour 7 millions sur 2 ans. C'est vraiment pas cher pour André Drummond, je me dis. C'est vrai qu'honnête, c'était pas ouf ce qu'il a montré, mais en tant que backup, peut-être qu'il était trop responsabilisé à Brooklyn, mais en tant que backup de Joel Embiid sur des temps de jeu de 15-20 minutes, grand max, hein, il a plutôt fait de bonnes choses, et je pense que l'idée d'André Drummond est pas inintéressante. Ça va pas non plus révolutionner la franchise des Bulls, mais c'est pas un recrutement catastrophique, même s'ils ne sont pas approfondis au poste d'ailier fort comme vous le vouliez. C'est vrai que si on regarde l'effectif, de toute façon, on a beaucoup de pivots, mais Tony Bradley et Marko Simonovic, c'est pas non plus des mecs qui vont avoir beaucoup de temps de jeu. Il y a encore des trous, il y a peut-être un Derrick Jones Jr. à re-signer. DeRozan, on sait qu'il a été pas mal utilisé au poste 4, ça fait 2 ans, hein, aux Spurs, il était aussi utilisé au poste 4, il pourra dépanner. Je comprends, hein, que vous vouliez un ailier fort, parce que Patrick Williams, même si, pour moi, il fait de bonnes choses, hein, il mérite d'être titulaire, c'est aussi un bon défenseur qui fait du bien aux Bulls, mais il est peut-être encore un petit peu jeune. Et après, sur les postes arrière, comme on le disait, c'est déjà bien complet, hein. L'arrivée de Dalen Terry, quand t'as déjà Lonzo Ball, quand t'as Ayo Dosunmu, quand t'as Caruso, quand t'as Kobe White et quand t'as Javonte Green, ça fait déjà beaucoup d'arrière. Donc Dalen Terry, pour moi, c'est pas un recrutement, même si j'aime ce joueur, c'est pas un recrutement très cohérent. Il y a besoin d'ailier pour aller doubler, parce que là, même chez les arrières, il y a quasiment personne, hein, qui peut jouer au poste 3 et dépanner. Donc il y a besoin de poste 3 et 4, je suis d'accord avec vous, il y a encore des trous. Donc maintenant, même si je valide pas cette arrivée de Dalen Terry, je valide plutôt l'arrivée d'André Drummond, même si ça suffira pas pour les Bulls. Et pour les Bulls, on est sur du 2 étoiles. L'idée de mettre André Drummond au poste 5 vous plaît bien, ne pas trop le responsabiliser, l'avoir en backup, ça vous plaît bien. Le problème, c'est la situation Zach LaVine, hein. Pour l'instant, c'est presque étonnant qu'il ait pas re-signé directement. Est-ce qu'il y a des rumeurs de sign and trade? Est-ce qu'il pourrait être envoyé ailleurs, peut-être pour compléter l'équipe autrement? Parce que lui, c'est vrai, hein, Zach LaVine, même si c'est un poste 2 de formation, il pourrait aussi jouer au poste 3, comme je disais, en décalant DeRozan en 4 pour boucher certains trous. Il y aurait toujours des trous. Pour l'instant, les Bulls, c'est encore une équipe incomplète. Ils auraient pu avoir 1 voire 2 étoiles de plus peut-être en ayant re-signé Zach LaVine, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On peut pas le compter dans l'effectif. Et donc les Bulls, 2 étoiles, je trouve ça aussi plutôt cohérent. À Cleveland, comme on voit, encore une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Et le problème, en fait, avec ces équipes qui n'ont pas bougé, comme je disais, déjà, ils ont drafté Ochai Agbaji, qui, moi, était un des joueurs que j'aimais bien dans cette draft, un MOP de la dernière March Madness, un vrai 3&D, qui peut vraiment jouer off-ball, pas un super créateur, mais qui est très adroit au shoot à 3 points, et qui défend très bien. Il peut occuper les postes 2 et 3, donc tout ça, c'est plutôt cool. Vous vouliez plutôt un meneur, pour l'instant, il n'y en a pas, donc maintenant, je veux bien, il n'y avait pas forcément besoin, enfin c'est ce qu'on a vu pour les Celtics tout à l'heure, on les a pas trop saqués parce qu'ils avaient déjà une équipe plutôt complète. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est pour des équipes qui ont des trous, plus tu attends, parce que là il y a déjà un jour de free agency qui est passé, et moins il y a de noms. Et là on a vu que hier il y a déjà eu plus de 40 signatures, et t'as déjà 40 joueurs de moins disponibles, et plus t'attends, et plus ce sera difficile de te renforcer. Donc on va voir là où sont les trous dans l'équipe de Cleveland.
Et c'est vrai que derrière Darius Garland, on a personne au poste de meneur backup, et plus ça va, comme je le disais, moins il y en aura. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Sur les postes 2 et 3, là, on est blindé. Hein. Isaac Okoro, Dylan Windler, Ochai Agbaji, Caris Levert, Cedi Osman et Lavar Stevens. Sur les postes 2 et 3, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment déjà assez d'extérieur. Et même, je trouve que les rotations extérieures sont plutôt intéressantes. À voir ce que va donner Caris Levert. J'étais un petit peu sur ma faim de ce qu'il a donné quand il est arrivé à Cleveland l'année dernière, mais on sait à quel point ça peut rester un bon joueur. On a un Isaac Okoro qui va progresser, et Ochai Agbaji, je pense qu'il est déjà prêt pour la NBA, même s'il va pas avoir 30 minutes par match. Moi, poste 2 et 3, ça me va bien. À l'intérieur, c'est pareil, hein, Evan Mobley, Kevin Love, Lauri Markkanen qui en plus peut jouer au poste 3, on l'a déjà vu dans un 5 avec Mobley en 4 et Allen en 5. On a du monde à l'intérieur. Dean Wade, c'est pas ouf en backup intérieur, mais quand tu peux mettre Kevin Love en pivot, ça va aussi. Non, franchement, moi vraiment, ok, Cleveland, ils ont pas trop recruté, parce que je comprends, ils ont une équipe presque complète, mais là, il leur manque quand même un meneur. Je sais, il y a encore quelques meneurs vétérans disponibles, mais va pas falloir trop attendre. Donc est-ce qu'on peut s'enflammer seulement du recrutement d'Agbaji? Je trouve qu'il est cool. Est-ce qu'on peut les critiquer de pas avoir bougé parce qu'ils avaient plein de besoins? Non, parce qu'ils ont pas non plus énormément de besoins. C'est surtout ce poste de meneur titulaire qui m'inquiète un poil. Pour les Cavs, vous avez été plutôt généreux. Vous mettez 3 étoiles, rien qu'avec l'arrivée d'Agbaji. Au moins où ils ont pas fait de bêtises, c'est ce que vous dites, et je veux bien entendre ça. Il y a quand même 2 cas à gérer, ce que je disais. Il y a le cas Colin Sexton, mais Colin Sexton, moi je l'imagine plus trop à Cleveland. Je pense qu'il y a une équipe qui va lui proposer pas mal de thunes, et même s'il est restricted, je suis pas sûr que Cleveland ce soit la priorité de match Colin Sexton. Au moins ils ont pas fait ça, mais pour l'instant je sais pas où on en est sur la situation Colin Sexton, on n'a pas eu trop d'infos, mais quand je vois comment les Cavaliers ont pu briller sans lui l'année dernière, peut-être qu'ils vont pas avoir envie de lui mettre de la thune, et moi je pense que la thune, on en parlait pas mal dans le chat, l'idéal, et les rumeurs en parlent, hein, ce serait de récupérer Ricky Rubio, et un Ricky Rubio qui arriverait en doublure de Darius Garland. On a vu ce qu'il a fait l'année dernière à Cleveland avant de se blesser, faut juste espérer qu'il revienne en bonne santé, mais ajoutons juste un Ricky Rubio, et on a déjà une équipe qui est très intéressante. Bien sûr, ça ne jouera pas le titre, mais on a des jeunes, on a du monde à tous les postes, et même pas besoin de Colin Sexton, moi je dis, donc faudra voir où il arrive. Moi j'irais juste rajouter un Rubio, j'aurais peut-être même rajouté une 4ème étoile s'il y avait un Rubio, on verra si ça se fait. Pour l'instant, c'est encore dans les cartons, il est encore libre. Attention à Cleveland de ne pas passer à côté de cette occasion. Passons du côté des Pistons. Et là, c'est la première équipe qu'on fait aujourd'hui où il commence à y avoir beaucoup de noms. Et franchement, moi, tout ce qu'ont fait les Pistons depuis la draft, ça m'a plu à fond. Ça m'a plu à fond. Déjà, à mon avis, vous avez dit que le poste qu'il fallait renforcer, c'était le poste 3, parce que j'avais fait ce sondage après la draft, une fois que Jaden Ivey et Jalen Duren avaient été recrutés. Là, Jaden Ivey, il va boucher un trou au poste 2, Jalen Duren il va boucher un trou de pivot défensif au poste 5, donc déjà c'est vrai qu'on avait 2 trous qui étaient bouchés juste après la draft. Je trouve ça super qu'ils aient recruté ces 2 joueurs que je trouve très talentueux, tout plein de potentiel, et qui viennent exactement dans le profil de joueurs que recherchaient les Pistons. Si Jalen Duren n'est pas encore prêt pour la NBA, parce que je rappelle qu'il est très jeune, hein, il a que 18 ans, et bien on a Nerlens Noel qui est arrivé en mode pivot défensif, qui s'il reste en bonne santé peut vraiment faire le taf. Là je trouve ça très intéressant du côté de Détroit, et en plus de ça on a re-signé déjà du Marvin Bagley, qui ok, il a jamais brillé du côté de Sacramento, mais depuis qu'il est arrivé aux Pistons l'année dernière, il a montré des belles choses. 37 millions sur 3 ans, c'est pas non plus hyper cher payé pour un mec qui a tant de potentiel que ça, et qui ne demande qu'une deuxième chance. On a aussi Kevin Knox, qui lui, peut-être qu'il ne prouvera jamais rien, mais bon, j'y crois pas non plus à aller, même peut-être pas à 30%, mais on sait jamais, c'est pareil, avec du temps de jeu, Kevin Knox, il pourrait faire quelque chose. Ça a pas marché au Knicks, à Atlanta, il a pas eu de responsabilité. À Détroit, on pourrait lui faire confiance, et on sait, hein, qu'il a quand même quelques qualités, c'est juste que pour l'instant il n'arrive pas à les exprimer. Et on ajoute aussi Alec Burks, qui peut jouer au poste 2, c'est son poste principal, mais qui est aussi un créateur, qui peut dépanner de temps en temps au poste 1, qui peut aussi de temps en temps dépanner au poste 3, et pour moi là on a déjà bouché tout plein de trous à Détroit, même si on n'a pas vraiment de poste 3 comme vous le vouliez. Burks peut y jouer, Knox peut y jouer, et pour moi on va voir l'équipe, et là c'est quand même déjà plutôt complet, hein. Parce que au poste de meneur, on a déjà Kate Cunningham, Killian Hayes et Corey Joseph. Au poste 2, on a Jaden Ivey, sachant qu'il peut aussi jouer au poste 1 vu que c'est un combo. Amidou Diallo, Saben Lee, Alec Burks. Alec Burks qui va être peut-être que ce sera la doublure de Ivey, je pense, hein. Au poste 2-3, t'as un Alec Burks. Ça commence à être très complet sur les postes 1 et 2. Sadiq Bey et Kevin Knox sur le poste 3. Alors ok, Kevin Knox c'est un peu léger, mais moi, Alec Burks, vu comment il est pas polyvalent, même s'il est pas très grand, hein, il peut être un peu sous-dimensionné, je n'évacue pas complètement l'idée de le voir dépanner en rotation au poste 3 aussi. Poste 4, Marvin Bagley, va falloir qu'il assure, je suis d'accord avec ça, mais peut-être que vu que Stewart c'est quand même un vrai pivot, mais
c'est un petit pivot, tu peux peut-être le tenter aussi au poste 4, ça fait aussi du monde, hein. On a aussi Kelly Olynyk qui pourra dépanner, poste 5, Duren, Stewart, Noel, c'est lourd aussi, enfin c'est lourd, en tout cas c'est prometteur. Moi je la trouve sur le papier, bien sûr, je dis même pas que ça va faire le play-in, mais je pense que ça peut viser le play-in, ça passera jamais un tour de play-off à mon avis, quoique qui sait, si Kate Cunningham continue à exploser, ça peut faire une grosse surprise, mais je parierais pas mon PEL là-dessus, clairement pas. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette équipe, elle va vraiment dans le sens de sa culture et de ce qu'elle veut développer. Il y a tout plein de jeunes avec du potentiel, il y a de quoi donner du temps de jeu à pas mal de monde, c'est complet, et moi ce que je dis toujours, c'est que quand tu veux envisager une reconstruction, c'est bien de donner du temps de jeu aux jeunes, mais il faut aussi développer une culture de la win et être un minimum compétitif, et cette équipe, à mon avis, elle sera pas la pire de la ligue. Elle a de l'avenir, et voilà, je pense qu'elle peut faire quelques belles choses, et elle va être assez spectaculaire à regarder, donc du coup, Détroit peut revenir au moins un petit peu sur la carte de la hype avec ce recrutement, et moi ça me plaît bien ce qu'ils ont fait les Pistons. Alors pour Détroit, je vous trouve un petit peu sévère, ou alors c'est que vous êtes moins hypé que moi, vous donnez 4 étoiles. Bon, c'est déjà très très bien, hein, 4 étoiles. Mais moi, j'aurais carrément donné 5 étoiles, parce que je trouve, comme je disais, hein, que ça va vraiment dans la culture qu'ils veulent développer. Un Noël en mentor de Duren, je trouve ça parfait. Donner une chance à Knox, j'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. Et franchement, c'est pas mal, il y a du monde à tous les postes. Là, vous me parliez quand même de ces postes 3-4 qui sont peut-être pas assez complets. Sadiq Bey peut être décalé en 4 aussi. J'avoue que tout à l'heure, je parlais de Stewart au poste 4, et c'est sûr qu'il stretch pas assez. C'est sûr qu'il stretch pas assez. Mais il y a quand même pas mal de possibilités avec cet effectif. Pour moi, c'est vraiment une des équipes qui, depuis la draft, s'en sort le mieux et fait les choix les plus intelligents. Donc 4 étoiles, je trouve ça un peu sévère. Mais pour vous, il y a encore des petites choses à faire. Pour moi, l'effectif est déjà quasiment complet. Et même si tu chopes pas les playoffs, tu peux au moins partir à la guerre et accomplir tes objectifs comme ça, à mon sens. Maintenant, on va parler des Pacers. Les Pacers, il vous fallait un poste 3, selon vous, parce que TJ Warren est free agent et il est blessé depuis 117 ans. On sait pas du tout à quel niveau il reviendra, et ni s'il sera re-signé. Et Indiana n'a pas bougé le jour de l'ouverture de la free agency. Par contre, ils ont drafté un vrai potentiel, hein, le Canadien d'origine haïtienne, qui est de Montréal, hein, je crois, Bénédicte Mathurin, qui est très brut, mais très athlétique, et qui a quand même un gros potentiel de scoreur, qui a fait une très bonne saison, et qui joue au poste 2 et 3. Donc ça peut être pas mal de lui donner des responsabilités. Le problème, à mon sens, c'est que Indiana, on sait pas trop où ils vont. C'est entre la reconstruction et le côté compétitif d'essayer d'accrocher les playoffs. Et là, je trouve qu'on est un petit peu trop entre deux eaux du côté d'Indiana. Et à mon avis, là, les Pacers, ils auraient tout intérêt à transférer Brogdon et Miles Turner pour aller à fond dans une optique de reconstruction, donner les clés à Haliburton, peut-être même transférer Buddy Hield, hein, donner du temps de jeu à Duarte, à Mathurin, à Jalen Smith aussi, et essayer, voilà, hein, tu fais du tanking, mais tu reconstruis et t'essayes de développer à fond Haliburton, Mathurin et tous les jeunes qui ont du potentiel pour essayer de voir ce que ça donne et voir lesquels auront de la valeur dans le futur. Mais là, pour l'instant, on est entre deux eaux. Ils ont rien fait dans le recrutement, en tout cas, ils ont pas bougé non plus sur le marché des transferts qui laisse enthousiaste. Après, si l'équipe reste comme ça, je la trouve assez déséquilibrée et assez incohérente, parce que au poste 1, on a Haliburton et Brogdon. Ok, tu peux décaler Haliburton au poste 2, mais au poste 2, t'as aussi Buddy Hield et Chris Duarte à qui il faut que tu donnes du temps de jeu. Brogdon et Haliburton, je trouve pas ça hyper complémentaire. C'est deux meneurs très intelligents, et Haliburton, là, depuis qu'il a Indiana, il tourne à 10 passes par match, j'ai pas envie de lui enlever le poste 1. Brogdon, tu peux l'utiliser au poste 2, comme à l'époque des Bucks, en mode catch and shoot aussi, mais je trouve que tu gâches un petit peu son talent. À voir, hein, ces deux joueurs très intelligents, ils peuvent peut-être cohabiter, mais quoi qu'il en soit, même si tu veux essayer d'être compétitif, je trouve ça court pour viser les playoffs. Au poste 3, d'ailleurs c'était là où vous vouliez recruter, c'est sûr que Bénédicte Mathurin et Oshie Brissett, ça n'apporte aucune certitude. Dessous, on a Jalen Smith, hein, qui a du potentiel, mais qui apporte pas non plus énormément de certitude. Miles Turner, on sait qu'il va jouer, non, je lui souhaite pas, mais on sait que c'est une possibilité qu'il joue à peine la moitié des matchs de la saison parce qu'il va encore connaître des problèmes de blessure. Ça fait 10 ans qu'il est sur la liste des transferts, il est toujours là. Pour moi, il y a des problèmes. Poste 1 et poste 2, il y a du monde, trop de monde. Poste 3, 4, 5, en fait, si tu regardes que les postes 1 et le poste 2, tu peux presque essayer d'être compétitif en te disant on a du monde intéressant. Poste 3, 4 et 5, beaucoup trop d'incertitudes. Et Indiana, moi je sais pas où ils vont. L'arrivée de Bénédicte Mathurin est bien, mais elle suffira clairement pas. J'ai pas forcément envie de donner une très bonne note de mon côté. Alors pour Indiana, je me suis peut-être enflammé en mettant Jalen Smith qui était encore dans l'effectif, parce que Spotrac a fait une erreur. Et c'est sur Spotrac que généralement je vais regarder les contrats, et Spotrac le met encore sous contrat l'année prochaine, mais finalement sa situation est floue, parce que les Suns n'auraient pas activé la 3e année sur son contrat. Donc Jalen Smith à Indiana, c'est pas une certitude encore. Donc à voir s'il reste, on peut même pas le compter sur l'effectif. Dans l'effectif, peut-être qu'il re-signera, mais il y a aucune certitude. Il va falloir voir ce que ça donne pour la situation de Jalen Smith.
Il faudra que je me renseigne un peu plus le concernant, mais de ce que je comprends, vu que les Suns n'avaient pas activé sa troisième année de contrat avant son trade aux Pacers, il serait free agent, le Jalen Smith. Donc je le compte dans l'effectif, et c'est même pas sûr que les Pacers puissent compter sur lui. Donc on se renseignera plus tard, et on verra ce que ça dit. Quoi qu'il en soit, les Pacers, vous leur donnez 2 étoiles pour le recrutement, et moi je vous trouve assez généreux, parce que pour moi il y a beaucoup trop d'incertitudes. 2 étoiles pour Bénédicte Mathurin, je trouve ça cher payé. Moi là, tant que je sais pas où ils vont, je donnerai la note minimum. Tant que Brogdon et Turner sont là, on sait pas où ça va. Ou sinon, il va falloir être beaucoup plus compétitif si tu veux garder Brogdon et Turner. Et Indiana, moi, je suis pas du tout enthousiasmé par ce que je vois. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait d'appuyer sur le bouton rouge, de virer tous les joueurs qui ont un petit peu de la valeur pour récupérer un max de pick et un max de jeunes, re-signer Jalen Smith si ce n'est pas encore le cas, parce que je le trouve prometteur, le Jalen Smith, et voir ce que ça peut donner dans les années à venir. Désormais, on passe du côté du Heat, le Heat qui a perdu PJ Tucker, donc vous vouliez plutôt que ce soit un ailier fort qui soit recruté, et l'ailier fort finalement, il avait peut-être prévu qu'ils allaient perdre Tucker à la draft, Miami, vu qu'ils ont récupéré Nikola Jovic. Bon, Nikola Jovic, il y a pas mal d'incertitudes, on sait il peut avoir un petit caractère de diva de temps en temps, mais qui défend pas trop non plus, donc ça à Miami il va falloir qu'il s'y mette, mais il a du talent plein les mains. Est-ce que ça suffira pour être titulaire au poste 4? Je suis pas sûr, en tout cas peut-être pas dès sa saison rookie, mais ça peut être assez intéressant de voir comment il progressera sous les mains de Erik Spoelstra, et ça compense un petit peu, en tout cas ça apporte un ailier fort supplémentaire. J'ai bien aimé aussi les 2 re-signatures qu'ils ont faites, Dewayne Dedmon qui va venir continuer à être le backup de Bam Adebayo, qui va mettre des coups dans la raquette, qui va jouer dur, et ça il peut le faire, et Victor Oladipo qui re-signe sur un an pour 11 millions, voilà, Miami a relancé Victor Oladipo, beaucoup pensaient qu'il pourrait essayer d'aller signer un gros contrat ailleurs, parce qu'il a montré sur cette fin de saison qu'il avait de bons flashs et qu'il pouvait faire d'excellents matchs, et je pense que c'est un bon coup pour Miami d'avoir conservé Victor. Sur le bilan, là ce qu'on voit c'est que on a une équipe, alors Gabe Vincent et Max Strus, je les ai mis, ils sont non garantis, mais à mon avis ils devraient les garantir vu l'utilité qu'ils ont eu en playoff aussi. Et Kyle Lowry, Gabe Vincent, ça a des limites au poste de meneur, on le sait. Kyle Lowry, on sait pas non plus combien de temps, il est pas éternel, et on a vu en playoff qu'il avait quelques difficultés de temps en temps avec son physique, donc ça peut poser des questions. J'aime beaucoup ce qu'apporte Gabe Vincent, mais c'est pas non plus un All-Star. Sur le poste 2, on a Max Strus, Oladipo et Tyler Herro, ça je trouve ça plutôt bien. À voir, Tyler Herro veut être titulaire, je le trouve bien dans son rôle de 6ème homme avec Max Strus ou Duncan Robinson titulaire, parce que là j'ai mis Duncan Robinson au poste 3, mais il peut aussi jouer au poste 2, mais ça fait du monde aussi au poste 2. Au poste 3 on a Jimmy Butler, il manque peut-être un backup, parce que Duncan Robinson qui défend peu, il pourra mettre quelques shoots, et pour moi de toute façon c'est plutôt un poste 2, même s'il peut dépanner aux 2 postes, mais peut-être qu'il manque un petit peu quelqu'un. Nikola Jovic peut jouer au poste 4, mais pour l'instant il est un petit peu seul, parce que Markieff Morris est pas signé. Jovic peut aussi jouer au poste 3 pour dépanner Butler. Je comprends bien pourquoi vous vouliez un poste 4, parce que Jovic c'est sûrement un petit peu frêle pour une équipe qui a des ambitions, et au poste 5, maintenant qu'il y a Dedmon derrière Adebayo, je trouve ça plutôt pas mal. Non, pour moi, le recrutement de Miami, je le trouve assez intéressant. Comme je dis, c'est bien d'avoir re-signé Oladipo et Dedmon. La draft de Nikola Jovic est intéressante, mais je peux pas non plus trop m'enflammer parce que je le trouve encore incomplet, et à mon avis, Miami doit encore bouger. Pour Miami, c'est du 2 étoiles selon vous, parce que pour vous, c'est encore incomplet. Effectivement, il faut aller chercher un poste 4 d'urgence. Ça peut re-signer Markieff Morris, mais Markieff Morris, c'est encore léger. Il est toujours un peu porté disparu depuis le coup qu'il a récupéré par Nikola Jokic. Vous dites aussi que récupérer un poste 1 backup, ce serait pas mal. Certains parlent de Kemba Walker dans le chat. Why not? Si Erik Spoelstra arrive à le relancer, il appuiera encore son aspect et sa réputation de génie en NBA. C'est ça, c'est un petit peu incomplet. Je comprends qu'on s'enflamme pas trop. J'aurais peut-être mis 3 étoiles, ça serait joué entre 2 et 3 étoiles pour moi, dans la mesure où je trouve que c'est bien d'avoir re-signé Oladipo et Dedmon. Je trouve que c'est bien aussi de pas avoir mis 33 millions sur 3 ans sur Tucker, même si maintenant ça fait un trou au poste 4. Et Miami, de toute façon, j'ai l'impression que c'est tous les ans pareil. L'année dernière, quand ils ont commencé la saison, tout le monde s'inquiétait sur leur banc, leur manque de profondeur, etc., etc. Et on a un Spoelstra qui nous a sorti des Gabe Vincent, des Max Strus, des Omer Yurtseven et des Caleb Martin de nulle part. Et je me dis, je suis pas très inquiet en fait pour Miami, dans la mesure où à chaque fois ça arrivera à sortir des joueurs presque inconnus et leur donner un rôle. Maintenant, apporter un poste 4 quand même avec un peu plus de certitude que Nikola Jovic, ce sera assez essentiel. Et Markieff Morris peut faire l'affaire, je pense, mais si tu peux avoir mieux, à mon avis, il faudra appuyer sur la gâchette pour Miami. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas fini, donc je comprends vos 2 étoiles.
Passons maintenant à Milwaukee, et Milwaukee finalement qui a beaucoup d'arrivées ou de re-signatures que je trouve assez intéressantes. À la draft, ils ont drafté Marjon Beauchamp, qui est un joueur qui a des limites c'est sûr, mais qui a énormément d'envie, qui va jouer au poste 2, qui vient de la G-League, de la In-Night Team, et j'aime beaucoup ce qu'il peut apporter, même si c'est pas certain qu'il aurait beaucoup de temps de jeu aux Bucks. J'aime bien cette draft du côté des Bucks, plutôt tard, ça peut être potentiellement un steal, parce que c'est aussi un joueur qui a 21 ans, qui a déjà connu le basket pro avec la G-League, et à voir ce qu'il peut apporter. Je suis pas sûr à 100% qu'il apportera des choses, mais je suis en tout cas curieux de ça, et je pense que c'est une bonne petite draft du côté de Milwaukee. Vous vouliez surtout qu'il récupère un pivot, parce qu'à l'époque Bobby Portis n'était pas signé, il y avait que Brook Lopez, et c'était un peu léger. C'est fait, Bobby Portis a été re-signé pour 49 millions sur 4 ans, c'est pas non plus super cher, on sait tout ce qu'il peut apporter, le Bobby, et à mon avis c'est bien de l'avoir recruté. Wes Matthews qui revient aussi pour compléter les postes ailiers pour rien du tout, donc c'est bien. Javon Carter qui va apporter un petit peu de densité à la main, c'est super non, mais c'est toujours très intéressant. Et le petit bon coup, je trouve, c'est d'avoir ramené Joe Ingles, qui peut jouer sur les postes 3 et 4, à l'aile, apporter de la création, du shoot, de la volonté. Alors pas beaucoup de défense, c'est sûr, mais je trouve que lui aussi va bien dans ce que cherche Milwaukee, et moi dans ce que je vois. Vous vouliez un pivot, ils l'ont eu avec Bobby Portis, et en plus de ça, ça complète pas mal de trous. J'aime bien ce qu'a fait Milwaukee jusqu'à aujourd'hui pour leur période estivale. Et si on regarde le roster, ben voilà, hein, Jrue Holiday, George Hill, Javon Carter à la main. Est-ce que t'as besoin de plus? Bon, George Hill c'est un peu limite, mais il vieillit aussi, mais Javon Carter pourra faire l'affaire, et ok, peut-être un backup un peu meilleur ferait du bien, mais c'est pas non plus une priorité, c'est pas non plus essentiel. Sur le poste 2, Grayson Allen, Pat Connaughton, Wes Matthews, t'as pas besoin de plus, sachant que Wes Matthews peut aussi jouer au poste 3, donc Chris Middleton, Marjon Beauchamp. Si Marjon Beauchamp assure pas, tu mets Wes Matthews en backup de Chris Middleton, ça fait le job aussi, pour l'instant ça me va. Il manquait peut-être un remplaçant derrière Giannis Antetokounmpo, d'ailleurs Joe Ingles peut aussi jouer le rôle de doublure de Chris Middleton, c'est parfait ça aussi. Il manquait un poste 4 derrière Giannis, parce que bon, il va pas beaucoup jouer de minutes, hein, la doublure de Giannis, il va jouer, je sais pas, une dizaine de minutes par match, sauf s'il joue au poste 3 comme Ingles le fera, mais Ingles fait le job, donc c'est parfait. Il manquait une doublure à Brook Lopez, Bobby Portis est là pour faire le taf. Franchement, on a déjà une équipe qui est presque complète, et je trouve qu'elle est intéressante, avec un recrutement intelligent. Big up à Ingles et Beauchamp, ces deux arrivées que j'aime bien. Ça me plaît ce qu'ils ont fait, moi, à Milwaukee, jusque-là. Et je suis pas sûr qu'ils bougent maintenant beaucoup, à mon avis, il y a juste plus que quelques petits ajustements à faire. Allez, pour Milwaukee, vous avez hésité entre 4 et 5 étoiles, donc ça montre à quel point vous êtes hypé par ce recrutement, mais finalement, c'est le 4 étoiles qui remporte, donc 4 étoiles pour le recrutement de Milwaukee. Ils perdent quasiment personne, ils peuvent peut-être encore re-signer Jordan Nwora, ils ajoutent Beauchamp et Ingles, c'est plutôt propre, ils vont récupérer un Chris Middleton a priori en bonne santé pour la saison prochaine. C'est vrai que Brook Lopez, ça commence à être un petit peu limite pour être titulaire, mais avec un Bobby Portis qui a fait le taf toute l'année dernière, ça compensera ses failles. Non, très propre ce qu'ils ont fait Milwaukee encore, surtout pour une équipe contender comme eux. 4 étoiles, ouais, entre 4 et 5, moi ça me convient très bien, et donc franchement, il y a plus grand chose à faire du côté des Bucks, et c'est pas mal ce qu'ils ont montré. On arrive aux New York Knicks. C'est les New York Knicks qui ont réalisé l'une des plus grosses signatures, en tout cas pour les joueurs qui ont bougé de la première journée de la Free Agency, en faisant venir, bon ça se sentait depuis plusieurs jours que c'était dans les cartons, ils ont fait venir Jalen Brunson pour 104 millions sur 4 ans, qui va apporter son talent au poste de meneur, et il peut aussi jouer arrière. Vous, la priorité pour vous du côté de New York, c'était d'apporter un pivot. On parlait des re-signatures de Mitchell Robinson. Moi je pensais que c'était pas la solution, Mitchell Robinson à New York. Je pense qu'il a fait son temps, et il est temps de tourner une page, de commencer un nouvel arc, et je trouve que la signature de Hartenstein montre que c'est un petit peu la fin de Mitchell Robinson. Je ne pense pas que Mitchell Robinson revienne aux Knicks. Ils ont aussi perdu Nerlens Noel. Alors Hartenstein, c'est peut-être un peu léger comme pivot titulaire, c'est pas non plus une signature qui va remuer et agiter les foules du Madison Square Garden, mais au moins ça dépanne, et même si le besoin principal était un pivot et qu'il n'est pas entièrement complété, il est au moins partiellement complété, je trouve, avec Isaiah Hartenstein pour 16 millions sur 2 ans, ce qui n'est pas non plus très cher pour un pivot qui est plus un pivot backup pour moi, mais pourquoi pas le tenter en tant que titulaire. À New York, du coup, ça nous fait un roster qui est déjà pas mal complet, avec Jalen Brunson qui va mener le jeu. À mon avis, ce sera lui le titulaire au poste 1. Si Derrick Rose est en bonne santé, il pourra jouer le 6e homme, et en tout cas, Derrick Rose, Immanuel Quickley sur les postes 1 et 2, ça pourra jouer de bons backups avec Evan Fournier en 2. Quentin Grimes et Miles McBride peuvent aussi progresser, parce que c'est deux rookies qui ont montré des choses intéressantes la saison passée. R.J. Barrett et Cam Reddish, j'aime beaucoup les deux poteaux de Duke au poste 3. R.J. Barrett a fait de vrais progrès cette saison. Cam Reddish, il y a toujours des doutes, mais c'est toujours le genre de joueur auquel je crois s'il a des responsabilités. Pour moi, son principal souci, c'est que Thibodeau lui a pas donné de temps de jeu la saison passée. Au poste
4, on a Julius Randle et Obi Toppin, deux profils qui sont pas forcément complémentaires, qui pourront jamais trop jouer ensemble. Ça, c'est, à mon avis, Toppin rentrera quand Randle sera pas là, et vice versa. Ça peut bloquer peut-être un petit peu le développement de Toppin. Je dis pas que les Knicks vont vraiment step up, mais avec ce qu'ils pouvaient faire, recruter Jalen Brunson, ils ont envoyé tout plein de monde, hein. De toute façon, ça s'est vu, c'était leur objectif. S'ils ont pas drafté au premier tour, s'ils ont envoyé Noël ailleurs, c'était juste pour avoir assez de place pour Brunson, c'est ce qu'ils ont fait. Et dessous, Hartenstein Gibson au poste 5, c'est vrai que c'est quand même assez léger. C'est pas fou, hein, ce recrutement des Knicks, mais ça progresse un peu, donc je ne veux pas non plus être complètement sévère avec eux. Et bien pour les Knicks, je vous trouve un poil sévère. Moi perso, j'aurais mis 3 étoiles parce que Brunson, est-ce que cette équipe est très complémentaire? Non. Est-ce qu'elle peut viser de grandes choses? Je suis pas sûr non plus. Par contre, Brunson, c'est plutôt pas mal. Hartenstein pour ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi moi j'aurais mis 3 étoiles, parce que je trouve qu'ils ont mieux recruté que pas mal d'équipes pour lesquelles on a mis 2 étoiles. Vous, là, je l'ai lu dans le chat, j'ai l'impression que tant que Julius Randle sera là, ça vous plaira pas. Donc il y en a pas mal qui veulent échanger Randle pour aller chercher un pivot, et c'est comme ça que les Knicks feront un bon recrutement. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal d'entre vous, tant que Randle sera là, ce sera compliqué de mettre une bonne note aux Knicks, parce qu'il y en a beaucoup de fans des Knicks qui en ont ras-le-bol de Julius Randle, visiblement. À voir, hein, peut-être qu'il peut se relancer encore. Je pense que c'est une saison qui va être très importante pour lui. Moi, j'aurais mis 3 étoiles, mais je comprends que vous ayez mis une moins bonne note que moi, ce que j'aurais mis. Quand même, Jalen Brunson et Hartenstein, ça te fait pas gagner un titre, c'est clair, mais c'est cohérent et ça remplit des besoins qu'avaient les Knicks. C'est pour ça au moins que je serais allé jusqu'à 3 étoiles. Passons maintenant du côté du Orlando Magic, qui avec le choix numéro 1 de la draft m'a beaucoup surpris en draftant Paolo Banchero, mais pourquoi pas, hein, parce que Paolo Banchero c'est peut-être le joueur offensif le plus polyvalent de cette draft, qui peut apporter pas mal de choses, et qui aussi apporte un profil différent à ce Magic au poste 4, donc ils ont fait ce choix là, et je dirais pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il m'a surpris, mais j'ai tendance quand même plutôt à y croire, et qui ont re-signé finalement du Mo Bamba. Tout le monde l'imaginait ailleurs, et voir que Orlando peut re-signer un Mo Bamba à 21 millions sur 2 ans, alors que selon vous il cherchait un pivot, je trouve ça intéressant. C'est pas très cher pour du Mo Bamba. Je pensais qu'il serait plus désiré que ça et qu'il trouverait un plus gros contrat ailleurs. Finalement non, ça va du côté d'Orlando, bonne affaire à mon avis. Et Gary Harris qui va venir compléter le poste 2-3, 26 millions sur 2 ans, c'est peut-être un peu cher, à voir si on saura le 5 juillet ce qu'il en est exactement sur les options. C'est peut-être un peu cher pour Gary Harris, mais de toute façon Orlando a du fric à dépenser, et de toute façon ça va pas jouer non plus les playoffs tout de suite. Si on regarde le roster, on a beaucoup de postes 1 et 2, hein, parce que Cole Anthony, Markelle Fultz, Jalen Suggs peuvent tous jouer meneur, R.J. Hampton peut jouer presque, alors non, meneur bof, mais au moins 2 et 3, de temps en temps il peut porter la balle aussi, donc le poste de meneur ça fait pas rêver, hein, y a pas de superstar, mais il y a pas mal de jeunes à développer. Gary Harris va apporter ce côté tonton sur le poste 2, en tonton d'ailleurs on a aussi Terrence Ross sur le poste 3, on a Franz Wagner qui a fait une saison rookie fort intéressante, que je trouve très complémentaire avec Paolo Banchero, donc ces deux ailiers, Wagner-Banchero, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On a aussi Isaac qui peut jouer le rôle de remplaçant sur poste 3, 4, voire même 5 dans un dispositif small ball, à condition qu'il soit en bonne santé. Chuma Okeke, qui a aussi montré des choses intéressantes, qui à mon avis surperformé parce qu'il était dans une équipe qui jouait pas grand chose, mais ça reste un joueur de basket. On a du potentiel, hein, pour l'avenir. Et dans la raquette, au poste de pivot, on garde Wendell Carter Jr. qui sort de sa meilleure saison en carrière, on re-signe Bamba pour pas cher, on a aussi du Moritz Wagner qui est limité, mais qui peut aussi obtenir du temps de jeu. On a une équipe très jeune, avec 2 petits vétérans comme Harris et Terrence Ross pour essayer de discipliner tout ça. Pour moi, le Magic, ils ont fait ce qu'il fallait. Ok, ça va peut-être pas aller chercher les playoffs, mais on va essayer de développer au maximum les jeunes, voir qui est bon pour l'avenir. En tout cas, c'est un recrutement qui va dans le sens des objectifs de l'équipe et que je trouve plutôt cool du côté de la Floride. Et bien pour Orlando, vous aussi ça vous plaît bien, parce que vous mettez 4 étoiles à ce recrutement. Donc ouais, comme moi, hein, vous dites que ça va pas non plus aller chercher très haut, mais ça va permettre à Banchero de se développer. C'est un recrutement qui va permettre encore de faire du tri, de faire une saison encore de transition, pour voir qui sera bon pour l'avenir, de voir si Suggs peut faire une meilleure saison sophomore que sa saison rookie où il a été décevant, voir si Wagner peut continuer à se développer, voir si Banchero peut être un futur All-Star, voir si Wendell Carter Jr. peut aussi continuer à prouver tous les progrès qu'il a fait l'an dernier. Si ça marche pas, t'as toujours un Mo Bamba derrière lui. Non, c'est pas mal, c'est une équipe très jeune et un recrutement cohérent en tout cas, donc 4 étoiles, c'est peut-être beaucoup, hein. Bah quoique, si tu as Banchero et Bamba tu l'as pas trop cher. Allez, moi je valide vos 4 étoiles pour ce qui est du Orlando Magic. Maintenant, place aux Sixers, qui ont pas mal bougé et qui montrent clairement qu'ils sont dans le win now, parce qu'ils ont commencé en transférant leur 23e pick de draft pour récupérer DeAnthony Melton, et ça je trouve que c'est un très bon move, parce que DeAnthony Melton, dans le profil 3&D, qui va pouvoir apporter tout de suite, contrairement à un 23e pick de draft qui reste incertain, mais je trouve que c'est un joueur sous-coté, hein, Melton, qui peut même un petit peu porter le ballon, qui a droit à 3 points, qui défend fort, qui fait des interceptions, et qui défend peut-être pas aussi bien que Matisse Thybulle, mais qui sera beaucoup plus utile en attaque.
attaque. Ça déjà c'est un move qui m'a plu du côté des Sixers. Vous me disiez qu'il fallait surtout un ailier, et ben il y a Daniel House qui est arrivé, alors lui non plus, hein, c'est pas quelqu'un qui va révolutionner la terre entière, c'est encore un ancien des Rockets, hein, Daryl Morey, on sent les influences qu'il a, parce que D'Anthony Melton c'est lui qui l'avait drafté, Daniel House c'est lui, il l'a eu chez les Rockets, 9 millions sur 2 ans c'est pas très cher, et bien sûr là le gros move entre guillemets c'est PJ Tucker, c'est cher hein, PJ Tucker, 33 millions sur 3 ans, va falloir voir les options qu'il a, pour un joueur qui a déjà 37 ans, mais dans une équipe qui est dans le win now, si tu voulais vraiment progresser, en plus on sait que Joel Embiid a réclamé plus ou moins PJ Tucker, je trouve que c'est plutôt intéressant du côté de Philadelphie. Moi j'avais peur qu'ils essayent de casser tout le roster pour essayer de faire venir une troisième star, on dit pas que c'est impossible, on sait que Daryl Morey peut appuyer sur la gâchette n'importe quand, mais je disais qu'il fallait ajouter des soldats, des guerriers, approfondir le banc un petit peu, et c'est plutôt pas mal. J'ai même pas parlé de Quinn, qui a été le MVP de la G-League cette année, MVP des finales, champion, MVP de la G-League, qui a fait une grosse saison. Je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, ça va faire 2 MVP de la G-League avec Paul Reed, mais lui aussi pareil sur le poste 2, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. De toute façon tu le payes 3 millions sur 2 ans, même si ça fonctionne pas, t'as pas grand chose à perdre. Et du coup, cette équipe des Sixers, alors on aurait pu mettre James Harden au poste 1 et Maxey au poste 2, on sait que les deux alternent bien. On a Jaden Springer au poste qui est backup, mais à mon avis, de toute façon, je crois qu'il est encore un peu tendre, je sais pas s'il fera un avenir en NBA, Jaden Springer, mais quand tu as James Harden et Shake Milton qui peuvent aussi dépanner au poste 1, enfin, finalement le poste 1, je m'inquiète pas trop, même si peut-être apporter un vétéran derrière qui peut calmer un peu le jeu, ça pourrait être une idée, mais c'est pas non plus une priorité qui sera rédhibitoire si elle n'est pas actée. Le poste 2, il y a du monde, hein, Shake Milton, D'Anthony Melton, je viens de dire tout le bien que lui, et puis il y a Quinn de G-League qui peut faire pas mal de choses. Tybal pour moi c'est plus un poste 2, mais je sais que cette saison Doc Rivers l'a pas mal décalé au poste 3, mais on a aussi des profils différents avec Daniel House et Furkan Korkmaz. Korkmaz je crois plus trop en lui, mais de temps en temps il peut mettre quelques shoots, mais de temps en temps, enfin c'est fou les écarts qu'il fait Korkmaz, des fois il te balance des airballs, des fois il te balance des séries de switch, je comprends pas ce shooter, mais bon, on sait qu'il peut apporter certaines choses de façon aléatoire et sur de courtes durées. On a aussi Tobias Harris hein, qu'on peut décaler en 3 s'il est gardé, ça on sait pas ce que ça va donner Tobias Harris, s'il est conservé on peut le décaler en 3 avec PJ Tucker titulaire au poste 4, on a aussi George Niang hein, qui a montré de bonnes choses de temps en temps au shoot à 3 points, même si en playoff il a été invisible, en saison il a montré de bonnes choses, et on a Joel Embiid, peut-être qu'il manque un backup un peu plus expérimenté, derrière on a Paul Reed et Charles Bassey qui ont des contrats non garantis, à mon avis s'il y a pas de recrutement au poste de pivot, Daryl Morey n'aura pas le choix que de les garantir pour apporter un peu de rotation. Paul Reed on sait qu'il a du talent, hein, il va falloir juste qu'il se discipline et qu'il arrête de prendre ses 6 fautes en 8 minutes de jeu, j'exagère à peine, mais Paul Reed s'il mature ça peut être intéressant. Au final je sais pas si ça va au titre, je pense pas que ça aille au titre, va falloir voir dans quelle disposition arrive Harden, mais c'est un recrutement que je trouve plutôt cohérent, même si peut-être avoir un autre pivot, avoir un autre meneur, ce serait pas mal, mais sur les postes extérieurs, il y a du monde, il va falloir voir ce qui est fait de Tobias Harris aussi, est-ce que tu le redécales au poste 3, est-ce que tu le transfères, il y a encore des possibilités dans cet effectif, je sais pas si Morey va s'arrêter là, ce serait même étonnant qu'il s'arrête là, mais pour le moment, je trouve que pour des premiers moves estivaux, Philadelphie s'en sort plutôt bien. Pour ce qui est des Sixers, ça vous plaît bien parce qu'ils ont recruté à des endroits où ils avaient des manques, et pour ça, ils peuvent vraiment dire merci à James Harden qui a refusé sa player option et qui s'apprête, alors je l'ai mis dans l'effectif parce qu'il y a aucun monde où James Harden ne reviendra pas à Philadelphie, mais qui s'apprête à faire des sacrifices financiers qui ont permis de recruter par exemple un mec comme PJ Tucker ou Daniel House, enfin surtout PJ Tucker, et ça fait du bien aux Sixers, il n'y a pas à dire. Finalement le gros coup de cette intersaison pour Philly, c'est James Harden qui n'active pas sa player option et qui est prêt à faire des sacrifices financiers. Donc vous mettez 4 étoiles pour ces Sixers parce que pour vous ils sont contenders ou au moins outsiders avec cet effectif là. Il manque peut-être un pivot, je l'ai lu dans le chat, un pivot à la Cousins, pourquoi pas si Paul Reed se montre encore trop tendre, mais cette équipe, comme je dis, il va falloir voir ce que ça donne avec Tobias Harris, peut-être qu'il y a d'autres trades qui vont avoir lieu, mais cette équipe en tout cas a réussi une de leurs plus grosses faiblesses c'était la profondeur de banc, là pour l'instant c'est au moins partiellement réglé, et 4 étoiles ça me semble mérité. De toute façon vous hésitez entre 4 et 5, ça montre que ça vous plaît ce qu'ont fait les Sixers. On enchaîne avec les Raptors qui eux n'ont pas drafté au premier tour mais qui ont fait 2 re-signatures plutôt intéressantes dans des... Alors c'est pas... Vous me disiez
qu'ils avaient plutôt besoin d'un meneur. Ils ont sûrement toujours besoin d'un meneur du coup, mais ils avaient quand même besoin de monde à l'intérieur et ils ont fait des re-signatures de joueurs de valeur, on sait ce qu'ils valent, pas trop cher. Chris Boucher 32 millions sur 3 ans, je m'attendais à ce qu'il signe pour plus cher, peut-être ailleurs. Tadeusz Young 16 millions sur 2 ans, c'est pas cher non plus, donc deux petits bons moves, ça pareil, ça va pas casser 3 pattes à un canard, mais ça fait du bien à ces Raptors de remettre ces gens à l'intérieur qui vont faire du bien. Et si on regarde justement les Raptors, bon, au poste de pivot c'est pas toujours fou, même si Achiuwa a fait des progrès, Kemba chez Achiuwa c'est pas fou, mais Chris Boucher peut dépanner au poste 5, et c'est pour ça que je trouve sa re-signature intéressante. Tadeusz Young peut faire une bonne doublure de Pascal Siakam, et le secteur intérieur n'est pas dingue, mais il est au moins aussi bon que l'année dernière, et on sait que Nick Nurse arrivera à faire pas mal de choses avec ça. Au poste de meneur, c'est vrai qu'il manque sûrement une doublure à Fred VanVleet, parce que Malachi Flynn et Dalano Banton, ce ne sont pas des valeurs sûres. Peut-être qu'il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui puisse être un peu plus sûr derrière Fred VanVleet, d'autant plus si VanVleet continue à avoir des soucis de santé. Je sais bien hein, que Nick Nurse a fait jouer Scottie Barnes au poste 1 de temps en temps l'année dernière, je l'ai mis poste 3 là, c'est vrai, hein, pourquoi pas dépanner un peu quelques minutes au poste 1, il s'est créé, de toute façon il peut jouer au poste 1, 2, 3, 4 presque, hein, Scottie Barnes, donc ça permet de compenser un petit peu cette absence au poste 1. Après on a du Gary Trent Jr., pareil, pas vraiment de doublure sur le... Il manque à mon avis encore un arrière hein, du côté de Toronto. Anunoby qui reste, Anunoby va falloir voir, je sais qu'il est dans pas mal de rumeurs de trade, parce que de ce qui se dit, il aimerait avoir un plus gros rôle et pourquoi pas faire ça ailleurs. Mais cette équipe, je trouve qu'elle est à l'image des Raptors, hein, avec des mecs qui sont combatifs, qui sont athlétiques, qui vont être performants des deux côtés du terrain, qui savent jouer collectif, avec un Gary Trent Jr. qui va pouvoir envoyer des bombes à 3 points à côté de Fred VanVleet. C'est une équipe de Toronto qui devrait ressembler à celle de l'année précédente, qui a su re-signer certains joueurs. Allez, moi je veux pas trop m'enflammer parce qu'il manque encore un arrière et peut-être encore boucher quelques trous, mais c'est cohérent ce qu'ils ont fait ces Raptors. Pour ces Raptors qui n'ont pas bougé, mais qui ont finalement re-signé des pièces importantes, on tape dans la moyenne, vous avez mis 3 étoiles. Pas grand chose à dire de plus, hein. Ça va toujours être une équipe qui va être chiante à jouer, athlétique, qui va défendre, qui va jouer collectif. Rien de révolutionnaire, mais ça mérite ces 3 étoiles. Dernière équipe de l'Est avant qu'on passe à la conférence Ouest, les Washington Wizards. Et là, il y a pas mal de nouvelles têtes ou de gens qui ont été re-signés. Bien sûr, la première grosse re-signature, on se posait la question, Bradley Beal. J'avais presque plus aucun doute moi à la fin. A pris le Supermax à Washington, 251 millions sur 5 ans. Il va toucher le pactole et c'est ce que les Wizards voulaient, c'est ce qu'il voulait lui aussi. Donc tout le monde est content de ce côté-là. C'est peut-être un peu cher payé, mais de toute façon si tu voulais le garder, t'avais pas le choix. Vous me disiez qu'ils avaient besoin d'un meneur. Alors ils ont récupéré Monte Morris, qui est plutôt intéressant. De toute façon, et Johnny Davis, hein, qui est plutôt un arrière, mais qui peut aussi jouer au poste 1 potentiellement. Et Delon Wright, que j'ai beaucoup aimé à Atlanta, qui arrive aussi aux Wizards. Là, il y a plus besoin de meneur pour moi quand tu rajoutes Monte Morris et Delon Wright. Et la draft de Johnny Davis, c'est plus un poste 2, mais il peut créer balle en main, je la trouve aussi très intéressante. Will Barton aussi, qui va jouer poste 3, il peut aussi jouer poste 2, mais avec Bradley Beal, à mon avis, il sera décalé au poste 3. Et après, on a Anthony Gill, bon, lui, c'est un peu plus anecdotique, sa signature. On ne connaît même pas encore les détails du contrat, on en saura plus bientôt. Mais là, je pense que les Wizards, ils ont voulu essayer de se montrer un maximum compétitif, et essayer de montrer à Bradley Beal, on va te donner de l'argent, mais on va pas non plus jouer la fin du tableau. De toute façon, il l'avait dit, hein, avec le recrutement de Porzingis, il voulait tenter un duo Beal-Porzingis. Porzingis a pas montré des si mauvaises choses que ça depuis qu'il est à Washington. Et on a une équipe, ça jouera pas le titre, hein, soyons clairs, mais ça peut accrocher les playoffs. Parce que Monte Morris, Delon Wright, j'aime bien au poste 1. Bradley Beal, Will Barton qui peut être titulaire au poste 3 aussi, ça va bien. Avdija, s'il perd sans fin, il peut peut-être prendre cette place de titulaire avec Will Barton. On a aussi Johnny Davis, le rookie, qui sera présent. Au poste 4, Kuzma, Rui Hachimura, c'est bien, hein, Kuzma a fait une grosse saison, Rui Hachimura a encore du potentiel. Et dessous, on a Porzingis, Gafford, Curry Jr., des mecs qui ont du talent, un Porzingis qui a fait une bonne fin de saison. Ok, de toute façon, il y avait un choix à faire du côté des Wizards, et contrairement à pas mal d'équipes qu'on a notées jusque-là, où on savait pas trop où ils allaient, par exemple les Pacers, est-ce qu'ils doivent tout péter ou est-ce qu'ils doivent essayer de jouer les playoffs? Au moins Washington, et c'est tout à leur honneur, ils ont fait leur choix. Ils ne veulent pas tout péter, ils veulent essayer d'être le plus compétitif possible, ça va pas aller super loin, mais au moins ils veulent accrocher les playoffs, et ça peut plaire à Bradley Beal. J'aime le fait que, même si ça fonctionnera peut-être pas pour gagner un titre, j'aime au moins le fait que ce soit cohérent du côté de Washington. Pour les Wizards, je vous trouve encore une fois un peu sévère, mais c'est la tendance apparemment aujourd'hui. Vous avez mis 3 étoiles, moi j'aurais mis 4, parce que... personnellement, je vois pas ce qu'ils auraient vraiment pu faire de mieux si c'est ce qu'ils voulaient faire, recruter Bradley Beal. Je trouve que le move Monte Morris, Will Barton qu'ils ont récupéré en échange de Ish Smith et KCP est très intéressant et peut-être plus complémentaire à l'effectif déjà en place. Non, enfin voilà, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils ont du monde à tous les postes. J'aime bien aussi la draft de Johnny Davis. Ils ont à la fois des jeunes à développer et des joueurs référencés comme Porzingis, Beal et Kuzma. Monte Morris, à mon avis, peut faire pas mal de bonnes choses aussi, qui est assez organisateur, en tout cas qui apporte plus de certitude que Ish Smith.
Moi j'aurais mis du 4 étoiles. Ok pour 3 de toute façon. Je comprends en fait ceux qui ont mis 3 étoiles, de ce que je lis dans le chat, c'est que vous dites, oui, les Wizards vont faire du Wizards, ils vont finir dans le ventre mou et pas passer un premier tour. C'est sûr, mais est-ce que tu pouvais faire vraiment mieux si tu voulais rester compétitif? Pour moi, si tu voulais pas appuyer sur le bouton rouge, mais t'avais que ça à faire, et donc c'est pour ça que j'aurais mis un poil plus. Mais je respecte votre choix de 3 étoiles. Voilà pour ce qui est du début d'été de la conférence Est, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Dites-moi pour vous, quelle équipe à l'Est a fait le meilleur recrutement? À qui vous auriez donné 5 étoiles vu que personne ne les a eu? Lâchez-vous en commentaire, ça m'intéresse. Et puis c'est pareil, n'oubliez pas, la conférence Ouest arrive demain à 10h sur YouTube, alors ne manquez pas ça. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous allez voir, maintenant qu'on a passé le sub goal de 200, il y a une surprise qui devrait arriver en fin d'été qui va plaire à beaucoup. Restez connectés. À très vite, ou plutôt à demain pour voir la conférence Ouest.